Pourquoi certains chefs d'État africains refusent de changer ce qui doit l'être? Bienvenue à tous à ma chaîne YouTube, un espace que j'ai réservé uniquement pour ma conviction en ce qui concerne le débat politique, en ce qui concerne des sujets éducatifs, en ce qui concerne des sujets culturels et des sujets connexes. Pourquoi certains chefs d'État africains refusent de changer ce qui doit l'être? Ça, c'est notre principal thème pour cette vidéo. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais subdiviser cette vidéo en 4 grandes parties. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire parce que c'est la seule façon, c'est le seul moyen pour que vous et moi, nous allons rester toujours ensemble. J'avais dit que cette vidéo sera subdivisée en 4 parties. La partie numéro 1 est réservée uniquement à ce que nous allons appeler ici la peur de perdre le contrôle. Partie 2, nous allons voir les intérêts personnels et les réseaux. La partie 3, nous allons réserver ça à la méfiance envers le peuple. Et nous allons terminer avec la partie numéro 4 où nous allons parler des conséquences du refus de changer. On y va. La partie 1. La peur de perdre le contrôle. Certains chefs d'État africains ont peur de perdre le contrôle. Ils ont peur de perdre leur pouvoir quand ils font confiance à un inconnu, au peuple, à la jeunesse. Ils ont peur parce que s'ils laissent la porte ouverte, leur pouvoir est menacé. Beaucoup de chefs d'État africains ne veulent pas une réforme dans leur pays, tout simplement parce qu'ils préfèrent l'ordre établi. Et avec l'ordre établi, leur pouvoir est moins menacé. Ils préfèrent cet ordre établi, même si c'est un ordre dysfonctionnel, ils préfèrent fonctionner avec que d'ouvrir la porte à un inconnu au point où ils risquent de perdre le pouvoir. Et cette peur de perdre le contrôle est le frein numéro 1 pour le changement dans un pays. Et quand il n'y a pas de changement dans un pays, tout est arrêté. Tout est arrêté. Dans la partie 2, nous allons aborder les intérêts personnels et les réseaux. D'abord, parlons des intérêts personnels. Vous savez que l'homme a une nature matérialiste. Nous tous. C'est rare des personnes sages, intelligentes, des personnes de qualité qui sont moins matérialistes. Sinon, la majorité est matérialiste. Et là, certains de nos chefs d'État africains, ils ont peur parce que, étant au pouvoir, ils ont déjà signé beaucoup de contrats personnels avec des partenaires, avec des puissances étrangères, avec certains réseaux qu'ils appartiennent ou non. Et à ce niveau-là, ils sont devenus prisonniers de leurs propres contrats venant de leurs intérêts. Mais si nous revenons sur le réseau, quand je dis réseau, je vais parler aussi des partenaires, parce que les chefs d'État africains sont redevables, que ce soit une dette morale, une dette financière, une dette, quelle que soit sa nature. Ces genres de chefs d'État sont redevables devant
certains réseaux, devant certains partenaires, même voire ils sont redevables envers certaines puissances étrangères. Et pour cette raison, ils sont devenus, disons, ils ont une obligation vis-à-vis de ces réseaux. Je peux même parler de leur famille qui les empêche d'apporter un changement. Parce que qui dit changement dit réforme. Qui dit réforme dit modification de l'ordre établi. Et là, certains réseaux, certaines familles ne sont pas prêts à ce que ces genres de situations arrivent dans le pays. Résultat, ils bloquent toute réforme. Réseaux, partenaires, puissances étrangères, famille, ça peut être famille politique, famille nucléaire du chef d'État, bloque toute réforme qui mettrait en mal, qui mettrait en péril leurs intérêts, leurs objectifs. Voilà pourquoi il n'y a pas de changement dans certains pays africains. Abordons la partie numéro 3, la méfiance envers le peuple. Puisqu'on vient de dire ils ne veulent pas que l'ordre soit changé, alors il y a une méfiance envers le peuple. Plus précisément envers la jeunesse, parce que la force d'un État, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, elle est capable de tout. Donc, le chef d'État est méfiant. Certains chefs d'État, disons, sont méfiants envers leur jeunesse, sont aussi méfiants envers les sociétés civiles, les leaders des associations des jeunes, les leaders des groupes d'opposition politique. Il y a eu manque de confiance envers tous ces groupes-là. Et quand il y a manque de confiance, on ne verra pas un changement. Et là, la démocratie prend du retard. Ça peut même prendre des reculs. Oui, ça peut prendre le chemin inverse. Dans cette méfiance, les chefs d'État, certains chefs d'État bloquent tout. J'ai déjà dit ça. Ils refusent des réformes dans leur pays, et ils pensent que seuls eux, ils sont conscients de la situation de leur pays. On va aborder la partie numéro 4, les conséquences des refus de changement. Parce que qui dit changement, j'ai déjà dit que ça veut dire il faut réforme, il faut changement et il faut développement. Mais quand il y a refus de changement, alors nous verrons des conséquences fâcheuses, des conséquences négatives. D'abord, la jeunesse, qui est l'acteur numéro 1 de l'État, se retrouve en situation non contrôlée. Et là, certains jeunes vont commencer par aller en exil. Il y en a qui vont passer par des immigrations clandestines. Il y en a qui vont se lancer dans des situations de violence qu'on peut appeler violences juvéniles. Il y en a qui vont commencer par faire des pratiques de la dépravation des mœurs, bien d'autres choses. Même ça menace la foi dans certains pays. Alors, le refus de changement a suffisamment de conséquences. Ça peut même créer des rébellions, ça peut même apporter des conflits, tout. Et là, quand il y a un conflit, au lieu de voir la source, là où le conflit a commencé, on voit ce qui est présent. Vous voyez, refus de changement, conséquences fâcheuses. Et quand des conséquences comme ça arrivent, le développement est bloqué. Il n'y a pas un changement, il n'y a pas un développement. Le pays se retrouve dans une situation d'effondrement parce que l'histoire l'a prouvé. Parce que l'histoire l'a prouvé. L'immobilisme est souvent le chemin le plus court
vers l'effondrement. L'immobilisme est souvent le chemin le plus court vers l'effondrement. Et quand un pays s'effondre, c'est pas facile. Ce que nous devons retenir de tout ce que nous avons raconté jusqu'ici, il faut retenir ceci. Tout n'est pas encore perdu. C'est que l'Afrique va se remettre. Parce que pourquoi l'Afrique va se remettre? À l'ère où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de leaders jeunes, de la jeunesse, et la voix de la jeunesse qui se lève à travers leurs leaders, que ce soit les panafricanistes, que ce soit les démocrates, que ce soit les leaders de la société civile, que ce soit les leaders des droits de l'homme. Beaucoup de voix se lèvent pour qu'il y ait un changement. Et là, les chefs d'État de ces genres de pays doivent faire confiance en leur peuple. Mais pour que cette confiance ait lieu, il faut aussi que le peuple, la population de tel pays montre aussi sa maturité. Parce que quand nous sommes au XXIe siècle, nous n'allons plus parler de certains conflits qui sont meurtriers. Parce que tout le monde ne veut pas être président. Mais il faut aussi montrer la maturité. Et le changement va certainement arriver. Oui, le changement va certainement arriver. Mais comment? Il faut que ce soit la jeunesse, il faut que ce soit le peuple qui forge ces changements-là. Forger comment? Il faut l'exiger. Mais on ne peut pas l'exiger dans la violence. Il faut l'exiger intellectuellement. Il faut se mêler des affaires politiques de son pays intellectuellement. Il faut construire le pays par l'intelligence, pas par la violence, pas par la haine. Parce que ce soit le leader du pays, c'est-à-dire le chef de l'État, que ce soit les hommes politiques, que ce soit de l'opposition ou bien ceux qui sont au pouvoir, que ce soit les associations des jeunes, que ce soit la société civile et ainsi, doit comprendre qu'on n'abandonne pas les affaires politiques parce que tant que nous sommes dans un pays, on nous parlera de politique. Il faut faire comme ces intellectuels africains, ces citoyens africains, que ces leaders des jeunes africains qui élèvent leur voix pour imposer le changement intellectuellement et par le comportement. Il faut que le changement arrive, il faut que le changement vienne. Ces changements que j'ai parlé, ces voix des intellectuels, des leaders, des jeunes, des citoyens conscients qui poussent leur voix pour exiger le changement, montrent que l'Afrique peut se réinventer. Pour que l'Afrique se réinvente, il faut que chaque pays africain se réinvente. Alors, il faut aussi que les chefs d'État africains, ceux qui ont le pouvoir en main, reconnaissent que l'Afrique est l'intérêt de tous les Noirs, de tous les Africains. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et laissez-nous une pouce bleu. Nous voulons aussi vous demander de nous laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de nos contenus et qu'est-ce que vous pensez de la politique africaine? À très bientôt pour une troisième vidéo en ce qui concerne la série de ma vidéo que je laisse sur ces playlists. Pour suivre les vidéos précédentes, allez-y dans la description de cette vidéo et vous aurez des liens qui vont vous permettre de suivre les vidéos précédentes. D'ici là, je vous demande de vous porter merveilleusement là où vous êtes. Au revoir et à bientôt.